Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille pour Black Powder, 12e grand format dans notre groupe de joueurs, avec la bataille de Rocourt en 1746 opposant les Français à une coalition alliée habituelle. La fine équipe, Angleterre, Hollande, Hanovre, Hesse et Autriche, pour une bataille aux environs de 3500 points de chaque côté. Les règles utilisées, je vous laisse lire le document. Il s'agit des règles de Black Powder 2e édition ainsi que du supplément Last Argument of King. L'armée des Alliés, qui est un peu en infériorité numérique, mais qui dispose de positions défensives plus intéressantes, pour compenser. L'équipe alliée est composée de Hervé, Loris, Sylvain numéro 1, et moi-même. L'armée française, qui elle se répartit dans l'équipe composée de Jérôme, Nicolas et Sylvain numéro 2. La petite carte plastifiée qui a été distribuée aux deux équipes pour pouvoir préparer le plan de bataille en salles séparées, je vous laisse mettre en pause si vous voulez l'étudier plus avant. Le déploiement des deux armées. À noter que, étant donné que nous avons fait une table qui est beaucoup plus longue que d'habitude, mais moins profonde, nous avons limité les mouvements à 2 mouvements maximum pour la cavalerie lors du tour 1. On se rend compte après les deux déploiements que les deux équipes avaient des plans similaires, puisque de chaque côté il y a un flanc fort et un flanc faible, et un centre plus ou moins fourni. Le leur était plus fourni que le nôtre, mais c'est un peu normal puisqu'ils étaient plus nombreux. Du côté donc des Français, il y avait beaucoup plus sur leur flanc gauche que sur leur flanc droit, tandis que chez nous c'était pareil, mais du coup inversé. Donc leur flanc fort affrontait notre flanc faible et notre flanc fort affrontait leur flanc faible. Ce qui promettait donc des batailles miroirs assez intéressantes. On commence donc avec le front droit des Alliés, qui était donc commandé par Hervé. Hervé qui a milité pour un plan agressif, alors que nous étions en infériorité numérique, donc j'étais pas trop chaud, mais finalement ben, ça s'avérera payant. Il a donc pris les divisions les plus importantes, lui et Loris, qui se chargerait donc d'attaquer sur la plaine qui se trouvait à l'ouest du champ de bataille. On a donc ici les hussards hongrois détachés de la division Baranyai, qui appartient à Sylvain numéro 1, et la cavalerie de Ligonier, l'infanterie de Sommerfeld et de Mercy sous le commandement d'Hervé. Un peu plus loin, notre centre gauche, avec le gros de l'infanterie autrichienne et hollandaise, les brigades Birkenfeld, Lippe et Daun sous le commandement de Loris. Il y avait également une petite batterie d'artillerie qu'on a formée avec des pièces régimentaires qu'on a convergées, qu'on a placées derrière une des redoutes de la colline, histoire d'utiliser cette redoute. Et directement à gauche de Rocourt, donc un peu plus loin sur la photo, vous pouvez voir la batterie autrichienne. On a séparé nos pièces lourdes, puisqu'elles ne sont pas déplaçables durant la partie. On a fait deux batteries de 3 gros canons, une autrichienne et une hanovrienne, et donc là c'est la batterie autrichienne. Ensuite, de l'autre côté de Rocourt, donc à droite de Rocourt, le reste de l'infanterie autrichienne. Donc il y a la brigade Geiserhook, la brigade de cavalerie Smithert. Il y a également les deux régiments bavarois qui font partie de la division Baranrai et qui avaient principalement pour tâche d'être là pour tenir, et notamment protéger une petite batterie autrichienne ainsi que la grosse batterie hanovrienne, tout ça sous le commandement de Sylvain I. Et enfin, l'aile droite alliée, où on n'a pas trop investi. J'espérais passer une partie tranquille de ce côté-là, mais en fait, je me suis retrouvé rapidement face à beaucoup plus nombreux que moi. J'avais 3 petites brigades, donc pas très solides, bien que composées globalement de troupes de qualité correcte. Mansbar et Zastro en infanterie et Palfi en cavalerie.
À son côté français, en recommençant à l'ouest, face à notre aile gauche forte, l'aile droite française était en infériorité numérique, mais quand même dans un degré moindre que ce que moi j'expérimentais de mon côté. Elle était composée des brigades Clermont-Tonnerre, d'Estrée, Lautrec, ainsi que les arquebusiers de Grassin, que Nicolas allait bien évidemment mettre dans la forêt pour nous harceler, et les dragons de Beaufremont, qui eux font partie de la brigade Armentière. Ensuite, au centre, à droite du village de Schendermal, se trouvaient les brigades Lamotte-Audencourt, cavalerie, et Coigny, infanterie. Entre Schendermal et Père, il y avait deux énormes divisions, donc Hérouville et Maubourg, les deux plus grosses divisions françaises. On les voit pas entièrement ici, hein, ça dépend un petit peu de la photo. Appuyées par la cavalerie de Levendal, le tout sous le commandement de Jérôme. Au centre-est, donc le début de l'aile gauche française, la puissante batterie de canons lourds français, la seule d'ailleurs, hein, avec tous leurs canons lourds, placée sur la colline, avec en contrebas les brigades Comtade et Clermont-Galleran, infanterie et cavalerie, sous le commandement de Sylvain II. Et enfin, tout à gauche, de part et d'autre de la rivière Jard, les brigades Duchela et Villemur complétaient le dispositif, affrontant donc ma petite aile rachitique. Nous avons gagné le droit de commencer et nous décidons de le faire en commençant tout de suite par un échec de commandement qui fait que l'aile droite dans l'ensemble, c'est-à-dire Sylvain 1 et moi-même, ne bougeons pas. Heureusement, Loris et Hervé, eux, ils étaient bien motivés, ça ne fut pas du tout la même chose de leur côté. Les troupes de Mercy commencèrent à s'élancer impétueusement en avant. Elles sont bientôt suivies par les Anglais de Sommerfeld, et visiblement, on démarre notre attaque sur les chapeaux de roue. Pratiquement tout bouge donc pour Hervé et Loris. Seul ombre au tableau, un fiasco de commandement pour les Hollandais de Lippe, qui décident donc de quitter précipitamment le champ de bataille, a priori sans doute trompés par des ordres mal rédigés qui leur laissent croire qu'ils étaient rappelés à Liège, alors que c'est pas du tout le cas. Leurs camarades hollandais de l'autre brigade hollandaise, donc Birkenfeld, eux par contre, comme les autres, s'élancent au pas de charge sur la route pour suivre les Anglais et les Autrichiens. Nous faisons tirer notre batterie hanovrienne sur les Suisses de cour au chantre et on obtient une désorganisation et quelques pertes et c'est pas mal. Les Autrichiens firent de même de l'autre côté, ont commencé à entamer l'ennemi. Et visiblement nos artilleurs n'aiment pas les Suisses puisque en bombardant donc Schendermal, les artilleurs autrichiens désorganisent et blessent les Suisses qui s'y trouvaient, causant beaucoup de dégâts. Vu notre attaque résolue sur notre gauche, Nicolas a dû déplacer des régiments pour les faire mettre en ligne et tenter de stopper l'attaque d'Hervé. Les tirs commencèrent, sans surprise les Grassins depuis les bois dont ils s'étaient emparés, et le reste de la ligne désorganisèrent le régiment Platz et l'obligèrent à battre en retraite. Plus à droite, c'est un peu pareil, le feu puissant des troupes d'Estrée cause de lourdes pertes au régiment Beuys qui est ébranlé. Malheureusement pour les Français, Jérôme n'arrive pas à déplacer son infanterie aussi facilement, il ne parvient qu'à déplacer deux régiments, du Roi et Normandie, qui se retrouvent donc un peu isolés en avant. Côté Est, Sylvain II arrive lui parfaitement à faire ce qu'il avait envie de faire. Les troupes de Comtade forment une ligne en bas de la pente, avec la cavalerie de Clermont-Galleran bien juste derrière, et se prépare à avancer sur le village de Slins. Histoire de faire ça proprement, Sylvain II fait tirer la grande batterie française pour appuyer son attaque. Et ce bombardement intense, bien que divisé entre plusieurs unités, est payant puisqu'à chaque fois c'est une blessure et désorganisée sur les trois cibles.
Malgré ça, le bilan de ce premier tour est plutôt bon pour nous, puisque l'avance d'Hervé a été faite relativement en bonne coordination et en masse, comme il le voulait. Histoire d'enrayer l'offensive future de Sylvain II, nous ouvrons le feu avec notre grande batterie hanovrienne sur le régiment suisse d'Isbar, que nous parvenons à entamer, mais pas à désorganiser. Sur la rive est du Jar, en revanche, c'est le combat les bras cassés, puisque ni les troupes de Mansbar, ni celles de Villemur, commandées par Sylvain II, n'ont réussi à bouger. Et c'est bien dommage parce que mon autre brigade, celle de Zastro, aurait bien eu besoin d'un peu de soutien, puisque en face de nous arrivent les cavaleries d'élite de la brigade du Sheila, à savoir la maison du roi et la gendarmerie. Heureusement, mes Anglais tirent bien, le régiment Howard. Je parviens donc à infliger de lourdes pertes aux gendarmes, de blessures et désorganisés. Malheureusement, je sais que je vais encore devoir subir des tentatives de charge derrière. Au centre-est, les cavaliers de Smithert profitèrent de l'inaction des Français pour avancer, donc Sylvain I fit rentrer ses dragons à l'intérieur du village de Père. Les cuirassés d'Isambourg, eux, se mirent en embuscade pour essayer de charger les troupes de Sylvain II de flanc. Et devant le village de Schendermal, eh ben, les deux régiments avancés de Jérôme prennent la sauce, hein, c'est le cas de le dire, Normandie et du Roi. L'infanterie autrichienne les prend un peu sur le côté, tandis que la grosse batterie les prend pour cible. Du coup, ce qui devait arriver arriva, le régiment du Roi dérouta. Au centre-ouest, les troupes d'Hervé pouvaient enfin rendre la monnaie de leurs pièces à l'adversaire, et ce fit avec du dégât. Hein. Tandis qu'à l'ouest, Sylvain faisait contourner le bois à ses hussards hongrois et s'apprêtait à engager la cavalerie de Lautrec que Nicolas avait préparé à le charger également. À l'ouest, c'était un peu compliqué pour les Français, par contre, à l'est, c'était l'inverse. Hein. Ils étaient totalement à l'initiative. Sylvain II lance un ordre de charge général sur Slins avec sa brigade Comtade et il obtient 3 mouvements. Du coup, le régiment Soissonnais charge mon régiment Zastro, malgré le tir de contre-charge à la baïonnette, et le régiment E charge le village de Slins, tenu par les dragons de ligne. Juste à côté, mon régiment Howard repousse l'attaque de la maison du roi grâce à une salve déterminée, mais malheureusement je ne peux rien faire contre la charge de la cavalerie de la reine qui arrive derrière et qui parvient au contact. Le dernier régiment de la brigade, celui d'Onis, charge à lui le verger à l'ouest de Slins où j'avais installé un canon. Sylvain II a réussi à faire charger toutes ses unités de la brigade Comtade, y compris donc les Suisses de Disbar qui chargent d'Ampère pour tenter d'en déloger les dragons de Saxe-Gotha de Sylvain I, mais rien n'y fait, ces derniers les repoussent. Pendant ce temps, il fait amener sa deuxième ligne, la cavalerie de Clermont-Galleran, composée de 3 imposants régiments de dragons à portée des Bavarois. Il fait tirer ces derniers à coups de carabine et réussissent à désorganiser les Bavarois devant eux, mais sans plus de dégâts. On repasse au centre où Jérôme n'arrive toujours pas à bouger son infanterie, mais il a réussi cependant à faire bouger la cavalerie de Levendal, qui avance donc pour tenter d'enrayer un peu notre attaque. Plus à l'ouest, la division de cavalerie Lamoton d'Ancourt et les dragons de Beaufremont faisaient de même. Et le reste de l'infanterie Nicolas ouvrait donc le feu à bout portant, causant de lourdes pertes à nos troupes. Pendant ce temps, les hussards hongrois et les cavaliers français de Lautrec se chargèrent et se contre-chargèrent mutuellement. La mêlée est furieuse, normalement les cavaliers ont un avantage, mais les hussards hongrois ont la règle assoiffée de sang qui leur permet de relancer les jets d'attaque. Résultat, toutes les unités impliquées sont ébranlées, et les Hongrois sont maraudeurs, donc ils ne comptent pas dans le seuil de déroute de leur division, tandis que les cavaliers français, oui. Et donc la brigade Lautrec est brisée, et ça fait donc un premier point ouverture du score pour nous.
La mousqueterie a cependant eu raison d'un des régiments d'Hervé, dérouté par les Français. On repasse à l'est, près de Slins, où la catastrophe commence pour moi. Mon régiment Zastro est mis en déroute après s'être fait massacrer à la baïonnette. Le régiment Howard à côté était déjà ébranlé. La division Zastro a donc 2 régiments ébranlés sur 3, donc elle est brisée. Et je perds également mon canon qui est détruit par le régiment d'Onis, qui en profite pour entrer dans les vergers. Du coup, on n'a pas trop le choix que de tenter une charge de cavalerie pour essayer de desserrer un peu l'étau. Malheureusement, il y a les dragons de Sylvain qui nous empêchent d'atteindre son infanterie qui attaque notre village. On fait donc charger la cavalerie, la mienne, celle de Palfi et celle de Smithert de Sylvain I. Sécuras et Disembourg et ceux de Hohenzollern contre les dragons, et Sylvain décide de contre-charger. Les dragons français perdent le combat, en même temps c'est un peu prévisible. Malheureusement, on ne réussit pas à les détruire, on les a simplement repoussés. Sylvain I poursuivit sur sa lancée en lançant ses dragons de Vente à l'ouest du village de Père pour prendre de flanc le régiment de Normandie et le détruisir. Au centre-gauche, l'assaut se poursuit sous les yeux de l'archiduc. On repasse à droite, où mes Anglais perdent le combat et sont mis en déroute, rejoignant ainsi le reste de leur division. Sylvain II fait donc avancer la réserve du Sheila, enfin l'infanterie de celle-ci en tout cas, les gardes françaises et le régiment d'Alsace. Mon autre division, Mansbach, qui était isolée de l'autre côté du Jard face à celle de Villemur, continuait d'échanger des tirs avec celle-ci. Retour à notre gauche, où Nicolas fit charger ses dragons français de Beaufremont contre les troupes déjà épuisées de Beuys. Le régiment était ébranlé, il fut massacré sans difficulté, et du coup, cela ouvrit la possibilité d'une brèche pour Nicolas, qui fit donc faire une percée à ses dragons pour charger l'autre artillerie autrichienne en arrière-ligne. Et c'est là que le gag se produit, puisque la pièce d'artillerie d'Hervé réussit à repousser les cavaliers ennemis en faisant égalité. Le second assaut, c'est encore pire, puisque les cavaliers perdent et sont obligés de replier. Ils arrivent donc juste devant la grosse batterie d'artillerie autrichienne qui les massacre à bout portant. Après ce fait complètement improbable et la bonne tranche de rire qui en a suivi, le reste du centre continue un furieux combat de mousquets. Idem devant Schendermal entre Sylvain, Loris et Jérôme. Après le premier assaut raté sur le village de Père par le régiment suisse d'Isbar, Sylvain II et Jérôme se dirent que cette fois-ci il fallait y aller avec les moyens. Ce fut un assaut full soutien de 2 directions différentes contre le village. Et là aussi c'est le gag, puisque au final, Sylvain I remporte le combat avec ses dragons et repousse ses adversaires. Jérôme, n'arrivant vraiment pas à bouger son infanterie de façon coordonnée, eut un peu plus de succès avec sa cavalerie qui chargea en avant et dérouta au passage les dragons de Vente de Sylvain qui se trouvaient sur le passage. À l'est, sur la grande colline, la grande batterie française bombarda mes cuirassés de Hohenzollern qui furent pris sous un déluge de boulets et taillés en pièces. Le tour suivant, mes dragons de ligne qui tiennent toujours le village de Slins ont été ébranlés, ce qui sonna donc la déroute de toute ma division Palfi, un point pour les Français. Mais étant donné qu'ils tenaient une position retranchée, mes dragons de ligne continuèrent de tenir le village et le tinrent jusqu'à la fin de la partie.
Si les dragons de Saxe-Gotha de Sylvain I étaient bien enragés dans la défense de leur village, il faut pas oublier que mes dragons de ligne tenaient aussi le village de Slins, puisque le reste de la division d'infanterie qui devait défendre le village avait été massacré. Eux, par contre, ils tenaient toujours le village et ils repoussèrent leurs adversaires du régiment E qui se replia ébranlés. Sylvain bougea légèrement sa réserve bavaroise. Puis il en profita donc pour charger avec ses cuirassés d'Isambourg le flanc du régiment suisse d'Isbar qui n'a pas réussi à prendre le village. À l'est, il avait moins de chance avec la brigade Villemur puisqu'il n'arrivait pas à mettre ses troupes en ordre de bataille et donc Champagne était toujours le seul à subir les volées de mes troupes hanovriennes et anglaises. On repasse sur le bord ouest de la table où les hussards hongrois avaient ouvert la voie et donc la cavalerie anglaise de Hervé, le Ligonier, contournait le bois pour tourner la droite des Français, tandis que Nicolas faisait ce qu'il pouvait pour essayer d'arrêter la marée humaine qui avait face à lui, et notamment avec ses arquebusiers de Grassin qui étaient retranchés dans les bras. Donc sur toute la zone qui allait du bois jusqu'à Schendermal, c'était deux lignes qui se tiraient dessus, mais nous avions l'avantage du nombre désormais. Devant Schenderman, les Autrichiens de Daun lancèrent leur attaque. On les avança pour compléter la ligne avec Mercy, Sommerfeld et Birkenfeld, histoire de continuer à tirer sur l'adversaire, mais une partie des troupes purent charger le flanc du régiment de Touraine également, qui était un peu avancé. Dans le même temps, Sylvain I fit charger les cuirassés de Dimar, qui était de la brigade Geiserück, et la mêlée fut relativement brève, puisque attaqués de flanc et de face, les Français déroutèrent. Et en plus, Sylvain récupéra l'étendard. Sylvain ne s'arrêta pas là et continua sur sa lancée. Donc lors du tour précédent, Jérôme avait fait charger sa cavalerie, mais elle s'était cassé les dents sur le régiment Salm, qui avait été ébranlé, mais qui n'avait pas dérouté. Du coup, ça permit une charge de flanc que Sylvain I réussit avec le régiment Haller sur le flanc des cavaliers, qu'il battit et dérouta, mais qui fit également paniquer le soutien, donc il eut deux régiments pour le prix d'un. Et ce faisant, il dérouta la division de cavalerie Lovendal de Jérôme. Ça fait un point en plus pour les alliés. Les tirs de mousquet de Daun et de Geiserück provoquèrent tellement de troupes aux soldats de Jérôme que la division Hérouville paniqua et partit en déroute également. Encore une division brisée et encore un point pour nous. Sylvain I était décidément survolté pendant ce tour, puisqu'il continua, les cuirassés d'Isambourg déroutèrent les Suisses de Disbar, et dans la panique, même un des canons de la grande batterie qui était en soutien paniqua et s'enfuit. Cette défaite de Diesbar causa la fin de la brigade Comtade, et j'y ai apporté ma pierre à l'édifice, je tiens à le dire, puisque avant que ma division ne soit déroutée, la division Palfi, elle avait tout de même, avec mes dragons de Batiani, avait réussi à détruire le régiment d'Onis qui avait investi le verger, donc j'y ai participé. Pendant ce temps, les héroïques hussards qui avaient servi de fer de lance sur le flanc gauche, ils étaient revenus dans leur ligne et ils opéraient un mouvement tournant sur l'arrière jusqu'à Raucourt où l'artillerie alliée s'affairait toujours. Nicolas, qui se trouvait pourtant à l'ouest, avait également des hussards détachés maraudeurs sur l'est, qui faisaient face à mes hanovriens et anglais, et ils tentèrent de charger mon régiment Sporken, mais mon tir de contre-charge fut plutôt meurtrier, puisqu'il fit 2 pertes et les obligea à replier. Pendant ce temps, au centre, petite précision, la brigade Lippe, qui était sortie à cause d'un fiasco de commandement, était revenue et avait désormais rejoint la première ligne pour une pression maximum.
Nicolas tâchait comme il pouvait de résister à l'attaque. Il fit déplacer la brigade de cavalerie Clermont-Tonnerre sur la gauche pour engager les cavaliers ligoniers, tandis que la cavalerie de la Moto d'Ancourt, elle, et l'infanterie d'Estrée tentaient de repousser l'attaque de notre infanterie devant. Cela finit par payer puisque les tirs nourris et les attaques suffirent à ébranler suffisamment de bataillons de la brigade Sommerfeld pour que celle-ci soit brisée et apporte un point de victoire bienvenu aux Français. Malheureusement pour eux, comme vous pouvez le voir sur cette photo, on avait encore beaucoup de réserves. Retour à Père, centre est, où les dragons de Saxe-Gotha tiennent toujours le village. Les Français ayant échoué avec l'assaut, décidèrent cette fois-ci une autre approche, noyer le village sous les boulets, mais rien à faire. Les dragons de Sylvain sauvegardèrent la plupart des attaques et tenirent bon. À l'est de Père, le duel des deux Sylvains continuait, donc la cavalerie de Sylvain I, donc les cuirassés d'Isambourg, furent chargés à l'arrêt par les gardes françaises, et plus simplement utiliser la réaction se tourner, et donc le combat eut lieu, et en fait les Autrichiens remportèrent le combat et les gardes se replièrent poursuivis par leurs adversaires. Sur notre flanc gauche, ça commençait enfin à craquer côté français, puisque la cavalerie de Clermont-Tonnerre fut déroutée par celle de Ligonier, puisque Hervé faisait de meilleurs jets de dés, et le reste de la ligne française finit désorganisé par nos tirs. Petite consolation cependant, le régiment Beaucaire de la cavalerie La Moto d'Ancourt a réussi à dérouter le régiment en bloc. Ce qui permet donc de faire une percée sur les Scots Grey en arrière, qui sont donc interceptés à l'arrêt. Mais malheureusement, Beaucaire a subi des pertes, donc il n'a pas intérêt à être ébranlé, parce que sinon, encore une division brisée, et c'est peut-être la victoire pour nous. Bien que surclassé et acculé, Jérôme parvient à s'en sortir. Par la force des choses, son infanterie n'ayant pas trop bougé, il dispose d'encore de suffisamment pour tenir bon face à Daun, Geiserück et Birkenfeld, bien qu'en infériorité. Nicolas parvint à engranger un bon succès avec ses arquebusiers de Grassin qui auront fait une très bonne bataille. Aidé par le tir de volet du régiment de Custine, il parvient à ébranler suffisamment de régiments de la division Ligonier pour la briser, et donc un point de victoire pour les Français. Mais ce furent les seules bonnes nouvelles, puisque de l'autre côté du champ de bataille, sur la colline de Slins, les gardes françaises sont mis au déroute lors de la deuxième mêlée par les cuirassés d'Isambourg, et pire que ça, le soutien du régiment d'Alsace panique et déroute également. 2 unités pour le prix d'une, encore une fois, pour ce bon Sylvain I. De l'autre côté du Jard, c'est plutôt tranquille, les troupes de Mansbach et de Witzbühel se tirent dessus. Les hussards de Raugref sont cependant anéantis par mon feu, mais en même temps ils étaient déjà bien blessés, donc voilà. À part cela, il se passe rien sur cette zone. Devant Père, Sylvain fait déplacer ses Bavarois pour faire face à la cavalerie de Sylvain II. Puisque celle-ci est toujours maîtresse de la colline devant mon village, qui est toujours tenue par mes dragons, hein, je rappelle. Et les dragons de Saxe-Gotha de Sylvain I, eux, tiennent toujours fermement Père, sans trop de soucis. On repasse côté ouest, où les Français sont au bord de la rupture et n'ont plus trop de réserves. Et ce qui devait arriver arriva. Les Grassins, seuls survivants de la division Armentières, se battirent courageusement contre l'assaut de leur forêt, mais furent ébranlés, ce qui suffit à briser la division Armentière. Mais les Scots Grey à l'arrêt remportèrent le combat grâce à un Hervé toujours déchaîné en termes de jet de dés, et ils battirent le régiment de cavalerie de Beaucaire, signant également la déconfiture de la division de cavalerie La Moto d'Ancourt.
Ça faisait donc 2 divisions brisées, donc 7 en tout, ce qui signifie une victoire totale pour les Alliés. Il ne sera donc pas nécessaire de compter les points, bien que Sylvain I, très déchaîné, a remporté à lui seul, a ramené à lui seul 3 étendards. Mais pour le coup, c'est une victoire totale des Alliés, puisqu'on a dérouté plus de la moitié des divisions qui composent l'armée adverse. On en a eu 7 en tout: La Motte-Houdancourt, Armentières, Clermont-Tonnerre, Lautrec, Hérouville, Comtade et Levendal. Eux en ont détruit 4 chez nous: Zastro, Palfi, Sommerfeld et Ligagné. C'est donc la fin de ce grand format qui se termine donc contre le cours de l'histoire par une victoire des Alliés sur cette bataille qui a historiquement été remportée par les Français. Bataille record en plus, puisqu'on a terminé à 19h45. Avec Nicolas, on a passé plus de temps à préparer la bataille qu'à la jouer finalement. Que dire, plan à peu près similaire, ma foi. En miroir, mais sans doute mieux exécuté grâce au soutien des jets de dés de notre côté. Hervé et Loris étaient chanceux comme pas possible, mais même eux étaient surclassés par Sylvain I, qui d'habitude est un poissard complet, et qui là était complètement déchaîné. Il y a quand même un tour où, avec 3 cavaleries, il a pris 3 divisions adverses quand même. C'est du jamais vu venant de lui. Donc voilà, c'était bien fait. Moi par contre, d'habitude j'ai de la chance, mais là j'étais nul. Je n'ai rien fait. J'ai fait un assist sur une division, mais autrement j'ai rien ramené. Mes divisions sans doute étaient-elles trop petites, puisque c'était 3 petites divisions à 3. Mais j'ai été complètement bousculé par l'assaut de Sylvain II, qui a très bien joué son coup face à moi, et du coup j'ai été complètement surclassé. Il me restait plus qu'une division à la fin de la partie. Donc voilà. En tout cas, la partie était très fun comme d'habitude, c'était très amusant. Les briefings apportent toujours du cachet supplémentaire, c'est vraiment appréciable. Et puis, le système fonctionne très bien, c'est super fluide, ça va vite, c'est très bien. Donc on s'est bien amusé. Je remercie tout le monde pour sa participation. Avec en particulier donc un grand merci à Nicolas pour m'avoir aidé à préparer la partie. C'était très fastidieux la veille. On a passé l'après-midi et la soirée à préparer. Un grand merci à mon père pour avoir fait les socles régimentaires sur mesure avec son imprimante 3D qui du coup me permettent d'avoir mes unités qu'on peut déplacer en bloc, et avec aussi la possibilité d'écrire au feutre effaçable le nom du régiment, ce qui aide beaucoup à retrouver ses petits dans un grand format. Et donc également un grand merci à Sylvain II d'Abro pour avoir fait quelques belles photos avec son appareil photo de compète, et donc quelques photos que je vais vous mettre qui doivent défiler là en ce moment sous vos yeux. Il y en a certains, vous les reconnaîtrez, c'est celles qui sont un peu artistiques et ça se voit, c'est vraiment très joli, merci à lui. Voilà, j'espère que ce rapport vous aura plu, ça faisait du bien de faire un grand format, je vous dis à la prochaine fois et d'ici là, que les dés vous sourient.